Nous allons passer au deuxième temps de cette soirée, qui est la cérémonie d'ouverture des 19e entretiens du Centre Jacques Cartier. Je donne avec beaucoup de plaisir la parole à Monsieur le Premier ministre Raymond Barre. Mesdames, Messieurs, nous abordons maintenant la deuxième partie de la cérémonie de ce soir, après la partie universitaire, l'ouverture des 19e entretiens du Centre Jacques Cartier. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Gillet, directeur de l'École normale supérieure de Lyon, de nous accueillir. Et de nous accueillir dans cet amphithéâtre Charles Mérieux, qui évoque une grande personnalité lyonnaise, qui a toujours été attachée au cours de sa vie aux relations entre Lyon, le département du Rhône, la région Rhône-Alpes et le Canada, et au sein du Canada, le Québec. Je voudrais également dire à nos collègues des universités canadiennes mes félicitations d'universitaires et de président du Centre Jacques Cartier. Enfin, je voudrais remercier les personnalités qui ont accepté d'assister à l'ouverture de ces 19e entretiens. Et parmi les personnalités présentes, je voudrais particulièrement saluer M. Dominique Perben, ministre des Transports, M. Jean-Pierre Lacroix, préfet de la région Rhône-Alpes, l'ambassadeur du Canada, M. Claude Laverdure, et Mme Laverdure, qui nous fait l'honneur d'être là, le délégué général du Québec, M. Wilfrid Guy-Licari et son épouse. Nous avons entendu M. Rousseau, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et quiconque connaît le Québec sait ce que représente la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Enfin, M. Gérald Tremblay, maire de Montréal. Les entretiens Jacques Cartier ne cessent de se développer. Le 19e exemplaire de ces entretiens va comporter 630 conférences. Elles seront données, elles rassembleront 320 étrangers, 200 Québécois et 2300 participants au total. Je cite d'abord les étrangers, non pas pour oublier les Québécois et les Lyonnais, mais parce que nous constatons que le nombre des étrangers qui participent à ces entretiens ne cesse de se développer. Ce développement, nous le devons à Alain Bidot, qui se consacre avec un enthousiasme et une ténacité à nul autre pareil à faire en sorte que les relations entre Lyon et le Québec puissent s'approfondir sans cesse et couvrir des domaines étendus. C'est ainsi que la programmation de cette année est concentrée, selon la règle, sur 4 logiques. Il y aura des colloques économiques, des colloques scientifiques, des colloques culturels et des colloques qui s'intéressent à des problèmes de société. Je voudrais, sur le programme de cette année, attirer l'attention sur l'importance de 2 colloques. Le premier est intitulé « Clusters, grappes industrielles et pôles de compétitivité ». Monsieur Gérald Tremblay prononcera la conférence de clôture sur le thème « Mobiliser et agir par les grappes,
de l'idée à la réalisation. C'est ce qu'il s'efforce de réaliser à Montréal, et je pense qu'il constatera avec moi qu'il y a là une idée de Schumpeter qui peut trouver sa réalisation dans le monde d'aujourd'hui. Schumpeter parlait des grappes d'innovation. Vous parlez des grappes industrielles et vous montrez du même coup qu'il n'y a pas d'innovation sans prolongement industriel, ni d'industrie sans innovation. Le deuxième colloque sur lequel je me permets d'attirer l'attention est le vieillissement des populations et la gestion des caisses de retraite. Problème fondamental pour tous nos pays. Problème redoutable en France. Problème qui se pose également dans votre pays, où l'évolution de la natalité peut soulever un certain nombre de difficultés. Chez nous, la situation est la même, et cela nous impose de considérer avec une vue nouvelle le problème de l'immigration. Ce sera l'un des grands sujets du siècle dans lequel nous entrons. Enfin, ce qui me paraît aussi très important, c'est que ces rencontres symbolisent ou expriment une tendance que je vois apparaître dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons un espace mondialisé. Cet espace est celui de la compétition sans limite entre les nations, les entreprises, les hommes. Une compétition tous azimuts qui ne peut que soulever des problèmes, car qui dit compétition dit adaptation. Par ailleurs, je constate que dans ce monde globalisé, comme l'on dit aujourd'hui, la finance devient dominante, étant peut-être à estomper les caractères plus personnels des relations qui s'établissaient naguère sur le plan économique. Or, le XXIe siècle me semble apparaître comme devant être le siècle des villes. Je suis frappé de constater le rôle croissant dans tous les pays que jouent un certain nombre de villes qui sont des centres de vie politique, de vie économique, de relations sociales et culturelles, et qui apparaissent comme des points d'ancrage dans ce monde globalisé. Ces villes, elles développaient naguère des relations de jumelage. Je dois dire que le jumelage était essentiellement touristique pour le grand intérêt, le grand plaisir des autorités municipales et autres personnalités de la ville. Aujourd'hui, la signification du jumelage a beaucoup changé. Il s'agit plutôt d'entretien, de colloques, de relations constantes qui tendent à mettre en communication des milieux sociaux divers et différents, qui tendent à faire apparaître des points d'ancrage et qui, en quelque sorte, réintroduisent dans la société mondialisée d'aujourd'hui, où des concepts doivent reconsidérer, comme le concept de nation, on voit en revanche apparaître des manifestations d'entités nouvelles qui mettent l'accent sur les relations humaines. Voilà pourquoi je crois que pour nous, Français, pour vous, Québécois et Canadiens, les entretiens Jacques Cartier jouent un rôle fondamental. J'ai eu l'honneur de visiter naguère le Québec et Monsieur l'ambassadeur du Canada me permettra d'évoquer le principe que je dus défendre dans une situation délicate. Non-ingérence
mais non-indifférence. Eh bien, nous sommes en train de montrer qu'entre le Canada, le Québec et la France, il peut y avoir une interpénétration dans des milieux très divers qui ne fait que renforcer les sentiments qui existent entre la France, le Canada et le Québec. Je crois que c'est un élément essentiel du monde dans lequel nous vivons, que cette réapparition des relations humaines, c'est en tout cas un actif considérable pour la ville de Lyon et la région Rhône-Alpes, et je l'espère aussi pour Montréal et pour nos amis canadiens. Mesdames, Messieurs, selon la tradition, une conférence est prononcée à l'occasion de notre réunion de ce soir. C'est M. Rousseau qui sera notre conférencier d'honneur. Et voilà, et qu'il a pris comme sujet, assez proche du thème que je viens de développer, le thème « Les marchés se globalisent et l'espoir aussi ». Je le remercie de nous donner son point de vue sur ce sujet, d'autant plus que, dans notre pays, sur la mondialisation, les propos les plus singuliers, quand ils n'ont pas été les plus étranges, ont été prononcés. Les esprits s'ouvrent. Monsieur Rousseau, avec sa compétence et sa culture juridique, économique et politique, pourra nous dire comment l'espoir apparaît dans ce monde globalisé. Monsieur, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre Raymond Barre, président du conseil d'administration du Centre Jacques-Cartier, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le préfet de région, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le président du conseil général, Monsieur le maire de Lyon, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur le délégué général du Québec, Monsieur le maire, mon ami, de Montréal, Monsieur Tremblay, président de la communauté métropolitaine de Montréal, Monsieur le recteur de l'Académie de Lyon, Madame la rectrice et Messieurs les recteurs des universités de Lyon, du Québec et du Canada, Monsieur le directeur du Centre Jacques-Cartier, fondateur des Entretiens, Monsieur Alain Bidault, Mesdames, Messieurs du Québec et de la France, bonjour. Tout d'abord, je félicite à mon tour les récipiendaires des diplômes de docteur honoris causa des universités Jean Moulin, Lyon 3 et Claude Bernard, Lyon 1, Messieurs Tremblay et Vinet. Et franchement, je remercie l'Université Lumière Lyon 2 de m'avoir honoré en me décernant un diplôme de docteur honoris causa. La présence ici ce soir de représentants venant des deux continents et d'horizons très divers me fournit l'opportunité de vous entretenir d'un sujet qui nous touche tous, la mondialisation, la globalisation. En effet, j'ai choisi comme titre « Les marchés se globalisent et l'espoir aussi ». Mon exposé est en 3 parties, comme il se doit selon les textes que j'ai lus de M. Barre quand j'étais jeune étudiant. D'abord, j'essaierai de vous convaincre que la mondialisation, c'est surtout la poussée des pays en émergence. Dans un deuxième temps, je vous rappellerai que la mondialisation, c'est aussi le sentiment d'impuissance de nombreux citoyens. Enfin, je veux vous convaincre qu'il existe une véritable nouvelle tendance qui doit nous remplir d'espoir parce qu'elle utilise le pouvoir de l'argent pour civiliser cette mondialisation. La mondialisation de l'économie se traduit par 4 phénomènes concurrents et très intimement reliés. D'abord, l'expansion du commerce mondial s'accélère. Le taux de croissance tendanciel du volume du commerce des biens et des services est passé de 6 % dans les années 70
à 7,5 % de nos jours. De plus, les capitaux sont de plus en plus mobiles d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre. Les individus, les institutions peuvent investir là et quand ils le veulent, alors que ceux qui cherchent du capital peuvent le trouver là et quand ils le veulent. Troisièmement, les travailleurs se déplacent de plus en plus d'un marché à l'autre. De 1965 à 1990, la proportion des travailleurs étrangers dans chaque pays du monde a augmenté de moitié. Enfin, la connaissance, la technologie et l'information sont accessibles en même temps dans tous les pays développés et en émergence. Ces phénomènes ont eu pour conséquence d'augmenter la croissance tendancielle du PIB mondial de 3,2 % dans les années 70 à plus de 4,4 % aujourd'hui. De plus, le niveau de vie des habitants de cette planète enregistre une croissance tendancielle de 3,2 % de nos jours, plutôt que de 2 % dans les années 70. C'est une progression énorme du niveau de vie. Enfin, la croissance du commerce et du niveau de vie des pays en émergence a été beaucoup plus forte que celle des pays de l'OCDE. De façon plus frappante encore, la Chine a vu sa part des exportations mondiales passer de 2 % à 7 % en 15 ans, et on prévoit que l'an prochain, elle sera de 10 %. Plus encore, le taux de croissance de l'économie chinoise a été en moyenne annuelle de 6 % supérieur à celui de l'économie américaine au cours des 25 dernières années. En fait, les pays en émergence représentent aujourd'hui 85 % de la population mondiale, mais ils n'accaparent que 30 % de la production mondiale, alors que la valeur marchande de leur entreprise ne représente que 12 % de la capitalisation boursière de la planète. Les pays développés, par contre, ne représentent que 15 % de la population. Ils accaparent toutefois 70 % du PIB mondial et leurs entreprises valent plus que 88 % de la valeur totale des marchés boursiers mondiaux. Cette équation, ou plutôt cette inéquation, n'est pas soutenable. Elle n'est pas soutenable et c'est pourquoi la mondialisation n'est pas un phénomène temporaire que l'on pourra stopper. Elle est d'abord et avant tout la montée en force des pays en émergence par l'intégration dans le commerce mondial des pays comme la Chine, l'Inde et les pays de l'Europe de l'Est. Sur une très courte période, la capacité de production de l'économie mondiale a radicalement augmenté. Selon plusieurs analystes, l'offre mondiale de travail aurait doublé au cours des 10 dernières années, passant de 1,5 milliard à 3 milliards de travailleurs. Ainsi, le commerce mondial s'est-il libéralisé en même temps que l'économie profitait d'un choc positif de l'offre de travail. Ce double phénomène est unique dans l'histoire économique de l'humanité. L'entrée sur le marché du travail de ces milliards de travailleurs des pays en émergence contribue à l'enrichissement collectif de ces collectivités et à la réduction de la pauvreté sur la planète. Selon les études du Bureau mondial et de la Banque mondiale, il y a aujourd'hui la moitié moins de personnes vivant avec moins de $1 américain par jour qu'il y a 20 ans. Ils sont en effet 390